Une fillette a disparu au cours de ce qui aurait dû être des vacances normales avec son père et son frère aîné, tandis que sa mère, restée à la maison, était dévastée et cherchait des réponses. Tout le monde soupçonnait qu'elle avait été enlevée, mais personne ne savait vraiment ce qui s'était passé. 10 ans plus tard, son frère aîné révèle la vérité choquante sur ce qui s'est réellement passé lors de ce voyage avec leur père. Les lumières fluorescentes du couloir de l'hôpital semblent scintiller plus intensément à cette heure tardive. Ou peut-être était-ce l'épuisement de Claire Dubois qui lui jouait des tours. À 43 ans, elle se sentait plus vieille d'au moins 10 ans lorsqu'elle signait ses dossiers au poste des infirmières. Ses collègues lui ont souhaité bonne nuit tandis qu'elle rassemblait ses affaires, son corps se déplaçant en pilote automatique après une garde de 11 heures. À demain, Claire appelle l'une des plus jeunes infirmières. Tôt le matin, répond Claire, qui n'a pourtant rien d'extraordinaire, a commencé son service du matin à la crèche avant de retourner à l'hôpital l'après-midi. Mais les factures ne se paient pas toutes seules, et faire vivre seule une famille de 3, enfin 2 maintenant, demande des sacrifices. Euh, L'air de la nuit frappe son visage lorsqu'elle sort, une fraîcheur bienvenue après la chaleur stérile de l'hôpital. Le bus était en retard, comme d'habitude, ce qui laissait à son esprit le temps de vagabonder. 10 ans. 10 ans que sa fille Amélie a disparu lors de vacances familiales au Maroc. 10 ans de recherche, de supplication, de prière. 10 ans qu'un mari se dégrade lentement en une coquille de lui-même, noyant sa culpabilité dans le vin. 10 ans à voir son fils Théo grandir avec l'ombre de l'absence de sa sœur. Lorsque le bus est enfin arrivé, Claire s'est assise près de la fenêtre, posant son front contre la vitre fraîche, tandis que les maisons de banlieue défilaient à toute allure. Lorsqu'elle atteint son arrêt dans le quartier tranquille de Bordeaux, il est près de 23 heures. Personne ne l'avait attendue. La porte d'entrée grinça lorsqu'elle entra, le silence de la maison l'enveloppant immédiatement. Elle se déplaça sans bruit dans le salon sombre, sa formation d'infirmière rendant ses pas légers et délibérés. S'arrêtant devant la porte de Théo, elle la poussa doucement, la faible lumière du couloir projetant une fine bande sur la forme endormie du jeune homme. À 20 ans, il dormait encore légèrement enroulé sur le côté, comme lorsqu'il était enfant. Elle résista à l'envie de brosser les cheveux sombres de son front, ne voulant pas le déranger. À l'étage, dans la chambre principale, Claire posa sa trousse d'infirmière sur la coiffeuse et déballa méthodiquement son stéthoscope, ses stylos et son badge d'identification. Le lit vide ne la surprend pas. Julien était de nouveau sorti, sans doute dans l'un des cafés du coin. Elle soupire profondément, le poids de l'épuisement s'installant dans ses os. Après une douche rapide qui ne soulagea guère ses tensions musculaires, Claire enfila un vieux t-shirt et un pantalon confortable. Elle consulte son téléphone et tape un message rapide à Julien. « Où es-tu ? Il est tard. » Elle savait qu'il n'y aurait probablement pas de réponse, mais le rituel de prendre des nouvelles était devenu une habitude dont elle ne pouvait se défaire. S'installant au petit bureau dans le coin de la chambre, Claire ouvre son ordinateur portable. L'écran éclaira son visage fatigué tandis qu'elle se connectait à sa messagerie électronique, vérifiant s'il y avait de nouveaux messages provenant des divers forums et groupes de personnes disparues qu'elle avait rejoints au fil des ans. La plupart étaient des spams ou des conseils bien intentionnés mais inutiles qui ne menaient nulle part. Malgré tout, elle les parcourait méticuleusement, comme elle le faisait tous les soirs. Alors qu'elle menait ses recherches nocturnes, la culpabilité la rongeait de l'intérieur, compagne familière et constante. Si seulement elle n'avait pas travaillé ce jour-là, si seulement elle s'était jointe à eux pour ses vacances, dès le début. Son second emploi d'éducatrice en crèche était relativement récent. Il avait été pris lorsque la pension militaire de Julien avait été réduite. Ils avaient besoin de ce revenu supplémentaire et elle pensait que les vacances seraient bénéfiques pour Julien, qu'elles lui permettraient de nouer des liens avec les enfants, loin de sa dépression grandissante. Ce sera thérapeutique, avait suggéré son thérapeute, et Claire avait accepté. Une chance de se remettre à zéro avait fait écho Élise, l'amie de la famille. Elle était censée les rejoindre plus tard dans la semaine, mais une urgence à l'hôpital l'avait retenue.
L'ironie de la situation ne lui avait pas échappé. Pendant qu'elle sauvait la vie d'étrangers aux urgences, sa propre fille avait disparu sans laisser de traces. Claire se frotta les tempes, fermant les yeux contre l'éblouissement de l'écran. Le fardeau qu'elle portait semblait s'alourdir de jour en jour, et non s'alléger comme les gens lui promettaient de le faire. Elle travaillait sans relâche, essayant de donner un semblant de stabilité à ce qui restait de sa famille. Bien que Théo ait commencé à travailler au carrefour local, elle insiste pour qu'il économise ses gains pour son avenir. Elle ne voulait pas que les perspectives de son fils s'amenuisent à cause de leur situation. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant en bas la tira de ses pensées. Des pas lourds montent l'escalier et quelques instants plus tard, Julien apparaît dans l'embrasure de la porte. Son visage, autrefois séduisant, était bouffi par des années d'alcoolisme et son physique de militaire s'était depuis longtemps amolli. L'odeur du vin éventé et des cigarettes lui colle à la peau. « Toujours à ça », bredouille-t-il en faisant un geste vers l'ordinateur portable. « Tu n'abandonnes jamais ?» Claire referme partiellement l'écran, se préparant déjà à la dispute qui ne manquera pas de suivre. « Tu es encore saoul. » Et alors, Julien s'appuie sur le chambranle de la porte, l'équilibre incertain. « Tu as laissé Théo tout seul, dit-elle, la voix serrée par une colère contenue. Julien se moque. Il a 20 ans, bon sang, pas un gamin. Il peut se débrouiller tout seul. Il aime probablement cette liberté. Personne n'aime être seul, Julien. Claire se lève, sa fatigue momentanément oubliée face à sa frustration grandissante. Tu ne travailles pas. Le moins que tu puisses faire, pendant que je passe toute mon énergie à gagner de l'argent pour cette famille, c'est de passer du temps de qualité avec ton fils au lieu de gaspiller mon argent durement gagné en vain. Et voilà, encore ce discours de martyr. Julien roule des yeux. Si tu avais économisé tout l'argent que tu as dépensé en vain au fil des ans, j'aurais probablement pu aller au Maroc moi-même pour chercher Amélie. L'expression de Julien s'assombrit. Ça fait 10 ans, Claire. 10 ans. Tu ne la trouveras pas même si tu y allais. Tu es trop saoul pour cette conversation, dit Claire en se détournant de lui. Tu étais probablement saoul ce soir-là aussi, non? Quand Amélie a disparu, c'était ta faute. Tu étais là avec elle et tu ne l'as pas surveillée. Le visage de Julien se déforme sous l'effet de la colère. Ne t'avise pas de me blâmer. Cette fille est juste sortie de l'hôtel et n'est jamais revenue. On était ensemble toute la journée à la plage, mais elle a dû partir seule le soir. Théo était là à l'hôtel aussi, donc je ne peux pas être le seul responsable. Théo n'avait que 10 ans, la voix de Claire s'élève. Tu ne peux pas attendre d'un enfant qu'il surveille sa sœur de 8 ans tout le temps. La dispute s'intensifie rapidement, chacun lançant des accusations alimentées par une décennie de chagrin et de ressentiments non résolus. Claire sent qu'elle perd le contrôle, que la façade prudente qu'elle maintient s'effrite sous le poids de son épuisement et de la belligérance de Julien. « J'en ai fini avec ça, dit-elle finalement en se dirigeant vers la porte. Je dors en bas ce soir. » Mais alors qu'elle tente de le dépasser, Julien lui attrape le bras et le serre douloureusement. « Ne me tourne pas le dos, grogna-t-il, les yeux plissés. Tu me dois du respect. Lâche-moi, dit Claire, la voix basse et dangereuse. Tu ne mérites aucun respect en étant un ivrogne. Je suis un ancien militaire, a crié Julien en la repoussant contre le mur avec suffisamment de force pour lui couper le souffle. Il a levé la main et Claire a tressailli, se préparant à recevoir le coup. Mais le coup ne vint pas. Un bruit provenant du couloir les fit se figer tous les deux. Théo se tenait dans l'embrasure de la porte de sa chambre au rez-de-chaussée, sa haute silhouette se découpant sur la faible lumière, témoin de l'affrontement. L'instant s'étire entre eux, tendu par une tension inexprimée. Puis Julien l'a relâché, est entré en trombe dans la chambre et a claqué la porte derrière lui. Le déclic de la serrure se fait entendre. Claire s'appuya un instant contre le mur, essayant de calmer sa respiration avant de descendre les escaliers pour rejoindre son fils. Lorsqu'elle l'atteignit, elle l'entoura de ses bras, son instinct maternel l'emportant sur sa propre détresse. « Je suis tellement désolée que tu aies vu ça, » murmura-t-elle. Le visage de Théo était sombre, sa mâchoire serrée. « Tu peux dormir dans ma chambre ce soir, » dit-il. « Elle est assez grande et ça ne me dérange pas. Je peux dormir sur le canapé. » « Non, mon chéri.
Tu dors dans ta chambre, je resterai dans le salon. Elle tente un sourire rassurant. Je ne pense pas pouvoir dormir maintenant de toute façon. Théo fronce les sourcils. J'ai peur qu'il revienne t'embêter s'il te voit dormir sur le canapé. Claire regarde son fils, qui n'est plus un garçon, mais un jeune homme aux yeux trop vieux pour son âge, et acquiesce. D'accord, merci. Il t'a frappé? Demanda Théo à voix basse, ses yeux cherchant son visage. Non, lui assure Claire en lui touchant doucement la joue. Tout va bien. Comment était ta séance de thérapie aujourd'hui? Théo haussa les épaules, visiblement peu enclin à s'étendre sur le sujet. Comme d'habitude. Claire le suivit dans sa chambre, soudain consciente de la fatigue qu'elle ressentait. Tu as raison. Je devrais dormir. J'ai le service du matin à la crèche demain et ensuite l'hôpital l'après-midi. Ils se souhaitèrent bonne nuit et Théo partit s'installer sur le canapé du salon. Claire ferme la porte de la chambre et s'enfonce dans le lit de son fils, l'odeur familière de sa lessive l'enveloppant. Dans l'obscurité, elle pense à la façon dont leur vie a changé. Julien avait été blessé au cours de son déploiement militaire. Un grave éclat d'obus à la jambe droite à la suite d'une explosion qui avait entraîné une perte partielle de mobilité et des douleurs nerveuses chroniques. Il avait subi de multiples interventions chirurgicales, dont l'implantation d'une tige métallique, ce qui avait épuisé leurs économies et mis leurs finances à rude épreuve. En plus des blessures physiques, il a été diagnostiqué comme souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique qu'il invoquait continuellement pour expliquer pourquoi il ne pouvait plus travailler. Au fil des ans, son état s'est aggravé. Rester à la maison sans but ni structure ne faisait qu'aggraver sa dépression et sa dépendance au vin. Les larmes de Claire mouillent l'oreiller alors qu'elle se laisse enfin aller à ressentir tout le poids de sa situation. Une fille disparue, un mari brisé, un fils portant des cicatrices qu'elle ne pouvait pas voir, et l'épuisement de tenir le coup avec des forces de plus en plus affaiblies. Claire est réveillée en sursaut par la lumière du soleil qui traverse des rideaux inconnus. Un instant désorientée, elle reconnaît la chambre de Théo. Elle saisit son téléphone sur la table de nuit et sent son cœur chuter lorsqu'elle voit l'heure, 10 heures du matin. Non, 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 marmonne-t-elle en se redressant trop vite. Ah, prise de vertige. Elle consulta ses notifications et vit 3 appels manqués et un message de la directrice de la crèche lui demandant pourquoi elle ne s'était pas présentée ou n'avait pas appelé. La panique s'empare d'elle et elle saute du lit. Le cours de la crèche avait lieu de 8h à 10h30, ce qui signifiait qu'elle l'avait complètement manqué. Elle tape rapidement une réponse à la directrice, promettant de venir à la crèche pour expliquer la situation de vive voix. Claire sort précipitamment de la chambre de Théo et parcourt la maison vide du regard. Le canapé où Théo avait dormi est vide, la couverture soigneusement pliée. Il devait déjà être parti à son travail chez Carrefour. Elle vérifia la chambre principale à l'étage et la trouva tout aussi déserte. Il n'y avait aucune trace de Julien, mais l'odeur persistante du vin éventé persistait. Elle se changea, renonçant à prendre une douche pour gagner du temps, et se dépêcha d'attraper le bus pour la crèche. Elle s'inquiète de la sécurité de son emploi. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre le moindre revenu, d'autant plus que Julien n'apportait rien. Alors que le bus s'approche de la crèche, Claire aperçoit la directrice, Madame Lefebvre, en train de fermer le portail. Elle se précipite vers elle, le cœur battant. « Madame Lefebvre, je suis vraiment désolée pour ce matin, » dit-elle. La directrice se retourne. Son expression est un mélange d'inquiétude et de sang-froid professionnel. « Claire, j'étais inquiète quand vous n'êtes pas venue. Ce n'est pas votre genre de manquer le travail sans prévenir. » « Je sais, et je suis sincèrement désolée. » Claire essaie de reprendre son souffle. « Il y a eu une situation à la maison hier soir et j'ai dormi à travers mon réveil. » Madame Lefebvre étudie son visage. « Vous savez, Claire, je voulais vous parler de votre emploi du temps. Travailler 8 heures tous les soirs à l'hôpital, plus ce travail matinal. Et je sais que vous prenez aussi des services le week-end dans ce restaurant. C'est trop. Je me demandais quand quelque chose comme ça arriverait. » Claire sent la chaleur lui monter aux joues, la gêne se mêlant à la peur de perdre sa place. « Je sais que ça semble beaucoup, mais je peux gérer. Aujourd'hui, c'était juste... » Madame Lefebvre lève la main.
Écoutez, je ne le compterai pas contre vous cette fois. Considérez ça comme un jour de congé, mais je veux que vous réfléchissiez à mieux gérer votre emploi du temps. Les enfants ont besoin d'une enseignante alerte et présente. Le soulagement l'envahit. Merci, Madame Lefebvre, je promets que ça n'arrivera plus. Tandis que la directrice monte dans sa voiture et s'en va, Claire regarde l'heure. Il lui restait plusieurs heures avant sa garde de 14 heures à l'hôpital, une poche de temps libre inattendue dans son emploi du temps habituellement chargé. Une idée lui vient soudain à l'esprit. Elle pourrait surprendre Théo en lui offrant un déjeuner sur son lieu de travail. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas partagé un repas sans la présence de Julien. Elle se dirige vers le marché pour y chercher les ingrédients d'une simple boîte à lunch et prend le temps d'envoyer un texto à Théo pour lui faire part de son projet. En marchant, Claire décida de couper par une série de ruelles qui raccourciraient son chemin vers le marché. Les passages étroits étaient presque vides en cette fin de matinée, les bâtiments de part et d'autre projetant des ombres fraîches. Elle était à peu près à mi-chemin lorsqu'un mouvement devant elle attira son attention. De loin, elle vit un jeune homme vêtu de baskets jaune vif et d'un sweat à capuche noire discuter avec une femme blonde portant un minimum de vêtements malgré l'heure avancée. Deux hommes portant des lunettes de soleil foncées et des vestes en cuir se tenaient à proximité, leur position suggérant qu'ils participaient à la conversation. Claire ralentit le pas, la posture du jeune homme lui semblant familière, bien qu'il lui tourne le dos. Elle ne pouvait pas voir son visage, mais quelque chose dans ses baskets jaunes lui rappelait quelque chose. L'échange entre eux ressemblait à une sorte de transaction, de l'argent ou des petits paquets changeant de main. Elle ne pouvait pas en être sûre à cette distance. Soudain, l'un des hommes en blouson de cuir remarqua qu'elle l'observait. Il donna un coup de coude à son compagnon, et les deux hommes se retournèrent pour la fixer. « Qu'est-ce que vous regardez ?»« Madame » s'écria l'un d'eux, sur un ton assurément menaçant. Claire fait immédiatement demi-tour, son cœur s'emballe et elle accélère le pas vers la rue principale. Son instinct lui soufflait d'appeler la police, mais qu'allait-elle dire? Elle n'avait pas bien vu ce qu'il faisait et personne ne semblait être en danger immédiat. Après tout ce qui s'était passé avec Julien la veille, elle ne pensait pas avoir l'énergie émotionnelle nécessaire pour faire face à cette menace potentielle pour elle et Théo. En débouchant sur la rue principale, Claire tente de se calmer. Ses baskets jaunes ne cessent de lui trotter dans la tête. Où les avait-elle déjà vues? Elle n'arrivait pas à les situer, mais le sentiment de familiarité était indéniable. L'envie de faire du shopping ayant disparu, Claire sortit son téléphone et envoya un texto à Théo. « Veux-tu déjeuner ensemble aujourd'hui ?»« J'ai du temps libre avant mon service. » Elle attend une réponse, mais elle ne vient pas tout de suite. Soupirant, Claire décide de rentrer chez elle. Peut-être pourrait-elle profiter de ce temps inespéré pour rattraper quelques tâches ménagères ou se reposer avant sa garde à l'hôpital. La maison est silencieuse lorsque Claire rentre. Elle monte dans la chambre principale et ouvre les fenêtres pour aérer l'odeur persistante du vin. La chambre avait besoin d'un nettoyage en profondeur et elle décida de commencer par changer la literie. Le grand lit avait été offert en cadeau de mariage par une amie fortunée il y a 15 ans, un meuble extravagant qui ne semblait pas à sa place dans leur modeste maison. Claire a enlevé les draps et la couette, puis a essayé de déplacer le lourd matelas pour mieux atteindre le drap-pouce. Alors qu'elle poussait contre le matelas, tendue par l'effort, elle posa une jambe sur le dessous du lit pour se donner plus d'élan. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose d'étrange. Une partie au milieu du sous-lit semblait différente du reste du tissu. En regardant de plus près, elle put voir ce qui semblait être une couture où le tissu avait été coupé puis recousu. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-elle en passant ses doigts sur les coutures irrégulières. La curiosité l'emportant, Claire alla chercher une petite paire de ciseaux dans sa trousse de couture. Elle savait qu'elle risquait d'abîmer un meuble coûteux, mais quelque chose la poussait à aller voir ce qui se passait. Avec précaution, elle coupa le long de la ligne de couture, tirant le tissu vers l'arrière pour révéler le rembourrage en coton à l'intérieur. Alors qu'elle creusait dans le tissu duveteux, ses doigts effleurèrent quelque chose de lisse et de plat.
En tirant davantage sur le coton, elle découvrit plusieurs photographies cachées dans le sous-lit. Les mains tremblantes, elle les extrait une à une. Les photos datent des vacances familiales au Maroc, il y a 10 ans, un voyage dont Amélie n'est jamais revenue. Une photo en particulier a attiré son attention. Julien, accroupi sur un genou sur une plage de sable, Théo à sa droite et Amélie à sa gauche. Les deux enfants sourient. Claire retourne la photo et a le souffle coupé. Au dos, il y a ce qui semble être des coordonnées. Elle regarde rapidement les autres photos qui montrent divers sites touristiques du Maroc. Au dos d'une photo prise dans le désert, il y avait ce qui ressemblait à un numéro de téléphone. Pas un format français, probablement un numéro marocain. Le cœur battant, Claire a pris des photos du dessous du lit endommagé avec son téléphone, documentant ainsi la cachette. Elle a ensuite changé le couvre-lit à la hâte et a remis le lourd lit en place. Elle n'a pas pris la peine de recoudre le sommier, décidant qu'elle s'en occuperait plus tard. En emportant les photos sur le bureau, Claire se pose de nombreuses questions. Pourquoi Julien avait-il caché ces photos? Quelle est l'importance de ces coordonnées et de ce numéro de téléphone? Elle décroche son téléphone et appelle l'inspecteur Laurent, qui s'est occupé de l'affaire d'Amélie, mais l'appel tombe directement sur boîte vocale. Elle consulta ses messages et vit que Théo avait finalement répondu, disant qu'il l'attendrait au carrefour dans 1 heure pendant sa pause déjeuner. Claire s'empresse de lui répondre « Quelque chose est arrivé. J'ai trouvé un indice, Mike, mais je te verrai là-bas et t'en parlerai plus tard. » Claire se tourne vers son ordinateur portable et tape les coordonnées figurant au dos de la photo de la plage dans un moteur de recherche. Le résultat indique un lieu près de Dakhla, une ville côtière du Maroc. Elle compare la plage de sable de la photo à des images de plage de Dakhla en ligne. Elles correspondent parfaitement. Pourquoi marquer cet endroit précis, se dit-elle à voix basse. Était-ce juste pour se souvenir où la photo a été prise, ou est-ce là où se trouve Amélie? Cette pensée lui fit froid dans le dos. Elle regarde le numéro de téléphone figurant sur l'autre photo et se demande si elle doit l'appeler. La curiosité l'emporta et, les doigts tremblants, elle composa le numéro international. La ligne sonna 3 fois avant qu'un homme ne réponde. La voix s'exprime dans un français très accentué. « Oui, qui est-ce » La panique s'empare de Claire et elle met immédiatement fin à l'appel, manquant de faire tomber son téléphone. Elle cherche le numéro en ligne, mais ne trouve aucune information pertinente. « Que caches-tu, Julien » murmure-t-elle en regardant les photos étalées devant elle. L'inspecteur Laurent ne répondant pas à son appel, Claire décide d'apporter elle-même ses preuves potentielles au commissariat. Elle rassembla soigneusement les photos, les plaça dans son sac à main et descendit les escaliers, l'esprit en ébullition. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée, Claire s'arrêta, regardant l'heure. Elle devrait encore avoir le temps de les montrer à la police, puis de retrouver Théo pour déjeuner avant sa garde à l'hôpital. Claire se dirigea d'un pas vif vers le commissariat, le poids des photos dans son sac lui paraissant bien plus lourd que leur présence physique ne le justifiait. Son esprit bouillonne de questions et de théories à moitié formulées, toutes plus troublantes les unes que les autres. Au bout d'un quart d'heure, elle passe devant le Vieux Port, un café qu'elle sait fréquenter par Julien. Comme si ses pensées l'avaient interpellée, la porte s'ouvrit et Julien en sortit, le visage tordu par l'agitation. Il s'arrête net en la voyant, la surprise se lisant dans ses yeux injectés de sang. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il en jetant un coup d'œil suspicieux autour de lui. « Je pensais que tu étais à la maison en train de te préparer pour le travail. » La bouche de Claire devient sèche. Elle ne s'était pas préparée à cette confrontation. Pas ici. Pas maintenant. Sa main se resserre instinctivement sur son sac, consciente de son contenu incriminant. « Je vais voir Théo, mentit-elle en évitant son regard. On prévoit de déjeuner ensemble. Julien plissa les yeux, étudiant son visage. Vraiment? Tu es sûr? Il y avait quelque chose de troublant dans son ton, un courant dangereux qui fit se dresser les cheveux sur la nuque de Claire. Oui, dit-elle en essayant de garder une voix stable. Je n'ai pas eu l'occasion de parler à Théo ce matin. J'ai trop dormi, alors j'ai pensé le surprendre. Souhaites-tu que je continue avec la prochaine partie ou as-tu une autre demande liée à le contenu de texte? F.
Julien acquiesce lentement, son expression est indéchiffrable. Je rentrais justement à la maison, dit-il en se rapprochant d'elle. Pourquoi ne pas déjeuner ensemble à la place? Juste nous deux. On peut commander à emporter et manger à la maison avant ton service. Je ne peux pas, dit Claire en faisant un pas prudent en arrière. Pas après ce qui s'est passé hier soir. J'ai promis à Théo, il m'attend. Et avant qu'elle n'ait pu terminer, la main de Julien a jailli, saisissant son bras avec une intensité douloureuse. Théo comprendra, dit-il d'une voix basse et contrôlée. Viens avec moi, Claire. Il n'y avait pas de demande dans ces mots, seulement un ordre. Claire est prise d'un accès de panique lorsque Julien commence à la guider vers leur maison, sa poigne étant inflexible. Elle envisage d'appeler les passants, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Que son mari veut qu'elle rentre. Ce serait ridicule. Et la dernière chose dont elle avait besoin, c'était d'un drame public qui pourrait conduire à des questions sur les photos. Comme s'il lisait dans ses pensées, Julien se pencha plus près d'elle, son souffle chaud contre son oreille. Ne rends pas ça difficile. Pas ici. Ils marchent dans un silence tendu, la main de Julien ne quittant pas son bras. Lorsqu'ils atteignent leur maison, Julien déverrouille la porte et la pousse pratiquement à l'intérieur avant de refermer le verrou derrière eux. Julienne, qu'est-ce que c'est que ça? Claire demande en se frottant le bras où ses doigts se sont enfoncés. Pourquoi as-tu verrouillé la porte? Je dois aller retrouver Théo. Au lieu de répondre, Julien s'avance vers elle à pas compter. D'un geste fluide, il lui arracha son sac à main de l'épaule et en vida le contenu sur le sol. Les objets s'éparpillent sur le bois dur, son portefeuille, ses clés, son téléphone et les photos accablantes trouvées sous le lit. Le temps semble ralentir lorsque Julien se penche pour récupérer les photos. Ses mouvements sont presque désinvoltes. Il se redresse, les feuillette avec un calme étrange avant d'éclater d'un rire creux. « Eh bien, on dirait que tu as trouvé ça, » dit-il d'une voix étonnamment douce. « Qu'est-ce que c'est, ces photos ?» demande Claire en s'éloignant de lui. « Je les ai trouvées dans le sommier, » termine Julien, dont les yeux ne quittent pas les photos. « Je sais, c'est moi qui les ai mises là. » Claire continue de reculer jusqu'à heurter le mur. « Comment le sais-tu? Et ses coordonnées? Ce numéro de téléphone au dos? » Le sourire de Julien lui fait froid dans le dos. « Je pense que tu as déjà compris, non? Dakhla, tu as toujours été minutieuse dans tes recherches. » Il brandit les photos. Quelqu'un en qui j'avais confiance à Dakhla m'a contacté tout à l'heure. Il a dit qu'un numéro français l'avait appelé. Quand il m'a envoyé le numéro, c'était le tien, Claire. Ses yeux glissèrent vers le téléphone de Claire sur le sol. C'est comme ça que je sais que tu as trouvé les photos. Et je suppose que tu te rendais au commissariat, pas pour voir Théo. Si tu allais voir Théo, tu aurais pris le bus. Le cœur de Claire battait à tout rompre alors que Julien réduisait la distance entre eux. Et ses coordonnées, demanda-t-elle, désespérée de le faire parler. Pourquoi cacher les photos? Qu'est-il arrivé à Amélie? Au lieu de répondre, la main de Julien jaillit, se refermant autour de sa gorge. Les yeux de Claire s'écarquillèrent de choc alors que ses doigts se resserraient, coupant son souffle. Elle griffa sa main, haletant pour respirer. « S'il te plaît, » murmura-t-elle. « Je suis ta femme. Nous avons encore un fils. » L'expression de Julien resta froide, insensible à ses supplications. La vision de Claire commença à s'obscurcir sur les bords alors que ses poumons réclamaient de l'oxygène. Soudain, son téléphone sur le sol se mit à sonner, sa sonnerie joyeuse incongrue dans ce moment sinistre. Claire lutte pour parler, ses mots à peine audibles. « Ça doit être Théo, j'ai promis un déjeuner. Souhaites-tu que je continue avec la suite de cette intense F ou préfères-tu explorer un autre aspect de l'histoire ?» La sonnerie persistante sembla agiter Julien. Ses yeux se tournèrent vers le téléphone, sa prise sur la gorge de Claire se relâchant momentanément. Puis, sans prévenir, son visage se tordit et il la relâcha complètement, reculant en se pressant les mains sur les oreilles. Claire s'effondra à genoux, toussant et aspirant l'air. Elle rampa vers son téléphone, mais Julien se ressaisit rapidement. Il se précipita, saisissant le téléphone juste au moment où elle l'atteignait. Il appuya sur le bouton de fenêtre d'appel, faisant taire la sonnerie. « Pas de police, » grogna-t-il, le souffle court. « Pas de Théo. Personne. » Avant que Claire ne puisse réagir, Julien l'attrapa par les cheveux et la traîna jusqu'au garage.
Dans un tiroir, il trouva un collier de serrage et lia ses poignets, puis utilisa un chiffon d'atelier pour la bâillonner. Avec une force surprenante, il la poussa sur la banquette arrière de leur vieille voiture, celle qu'ils utilisaient rarement pour économiser l'essence. Je ne te laisserai pas donner cette photo à la police, marmonna-t-il en claquant la portière. Julien monta sur le siège conducteur et démarra le moteur, ses mouvements saccadés et erratiques. Alors que la porte du garage s'ouvrait et que la voiture reculait dans la rue, Claire réalisa avec horreur que son mari, le père de ses enfants, était capable de bien pire qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Le trajet fut un flou désorientant pour Claire. Les mains liées et la bouche bâillonnée, elle ne pouvait qu'observer par la fenêtre alors que les quartiers familiers laissaient place à des parties de la ville qu'elle visitait rarement. Finalement, Julien tourna dans une ruelle et se gara derrière un bâtiment miteux, avec une enseigne au néon indiquant « Le dernier appel ». Le nom lui glaça le sang, sans rapport avec la température. Ce n'était pas un des repères habituels de Julien. Elle avait pris soin de connaître ces endroits, en avait même visité certains pour le ramener chez eux lors de nuits particulièrement difficiles. Cet endroit était un territoire inconnu, ce qui signifiait qu'il l'avait délibérément tenu à l'écart de sa vie régulière. Julien coupa le moteur, le silence soudain pesant sur les oreilles de Claire. Il se tourna sur son siège, l'étudiant avec un intérêt détaché, comme si elle était un problème à résoudre plutôt que sa femme depuis 20 ans. « On va entrer, dit-il enfin, la voix dénuée d'émotion. Si tu essaies de faire signe à quelqu'un ou de faire du bruit, je dirais que tu fais une crise psychotique. Qui penses-tu qu'ils croiront? Un ancien militaire décoré ou une femme surmenée qui s'obstine sur une disparition vieille de 10 ans? La cruauté désinvolte de la question vola le peu de combativité qu'il restait à Claire. Elle avait passé des années à le défendre auprès des médecins, des amis, de Théo, insistant sur le fait qu'au fond de son PTSD et de son alcoolisme se trouvait l'homme bon qu'elle avait épousé. Maintenant, elle se demandait si cet homme avait jamais existé. Julien sortit du côté conducteur et contourna jusqu'à la portière arrière. Lorsqu'il l'ouvrit, la lumière du jour inonda le visage de Claire, l'aveuglant temporairement après l'obscurité de l'habitacle. Il saisit son bras, ses doigts s'enfonçant dans les mêmes bleus qu'il avait causés plus tôt, et la tira hors du véhicule. « Ne fais pas de scène, prévint-il, son souffle chaud contre son oreille. L'odeur de vin et de quelque chose de médicinal, peut-être les pilules qu'il prétendait ne jamais prendre, lui retourna l'estomac. Julien la guida par une entrée arrière, son emprise douloureuse sur ses bras liés. L'intérieur était faiblement éclairé, une odeur rance de cigarettes et d'alcool bon marché flottant dans l'air. Malgré l'heure matinale, plusieurs hommes étaient assis à un bar usé, tandis que d'autres se prélassaient dans des boxes le long du mur. Souhaites-tu que je continue la suite de cette scène tendue dans le dernier appel, F, ou que l'on explore un moment parallèle du récit? Ils levèrent à peine les yeux lorsque Julien entra avec sa femme ligotée, suggérant que ce n'était pas la première scène inhabituelle qu'il voyait ici. Un homme grand, avec une tête rasée et plusieurs tatouages sur le cou, s'approcha d'eux. Il portait une montre coûteuse qui semblait déplacée dans cet environnement miteux. Julien, salua-t-il d'un signe de tête, ses yeux évaluant Claire froidement. C'est elle. J'en ai assez de cette femme, déclara Julien, poussant légèrement Claire en avant. Occupez-vous d'elle vite et sans désordre. Ah, les yeux de Claire s'écarquillèrent alors que la compréhension l'envahissait. Ce n'était pas seulement pour l'empêcher d'aller à la police. Julien voulait qu'elle disparaisse définitivement. Elle tenta de crier à travers le bâillon, le son sortant comme un gémissement étouffé qui n'attira l'attention d'aucun client. L'homme tatoué saisit son bras, son emprise étonnamment douce comparée à la force brutale de Julien. Ses doigts étaient calleux, ses paumes chaudes et sèches contre sa peau moite. « Amène-la à l'arrière », lança un homme corpulent de derrière le bar, son attention ne quittant jamais le verre qu'il polissait avec un chiffon sale. Alors que l'homme tatoué la guidait, Claire tourna la tête en arrière, désespérée de jeter un dernier regard à Julien. Elle vit un autre homme s'approcher de lui, se penchant pour demander « Tu veux la fille habituelle ?» La réponse de Julien flotta clairement à travers la pièce, sa voix plus légère maintenant que le fardeau de sa présence était enlevé.
Oui, avec quelque chose pour me changer les idées. Il plongea la main dans sa veste, sortant une épaisse enveloppe qu'il tendit au barman avec une aisance pratiquée. Souhaitez-vous que je poursuive avec la suite de cette histoire ou effectuer une autre action? F. Ou créer un résumé. F. Peut-être un bon point de départ. L'homme jeta un œil à l'intérieur, sifflant doucement devant le contenu avant de le glisser sous le comptoir. Quel bon usage de l'argent de ta femme, rit l'homme. Tu es sûr de vouloir t'en débarrasser? Tu perds ta tirelire. Ne pose pas de questions, fais-le, rétorqua Julien, se tournant déjà vers une porte de l'autre côté de la pièce où une jeune femme blonde en robe moulante attendait, l'expression vide. L'homme tatoué guida Claire dans un couloir étroit vers une petite pièce sans fenêtre contenant seulement une chaise métallique et une armoire. Il la poussa sur la chaise et attacha ses jambes avec d'autres colliers de serrage, travaillant rapidement et efficacement. Malgré sa terreur, Claire étudia son visage attentivement, déterminée à pouvoir l'identifier à la police si par miracle elle survivait. Lorsqu'il se redressa de toute sa hauteur, une reconnaissance la frappa comme un éclair. C'était l'un des hommes en veste de cuir qu'elle avait vu plus tôt dans la ruelle lors de son raccourci vers le marché. Mais qui était l'homme aux baskets jaunes vives? Certainement pas Julien. Une fois qu'elle fut solidement attachée à la chaise, l'homme se redressa et la regarda directement dans les yeux pour la première fois. Ce qu'elle y vit la troubla. Souhaitez-vous continuer l'histoire? À partir de là, ou revenir en arrière F à un passage précédent. Pas le détachement froid d'un tueur à gages, mais quelque chose de plus doux, presque désolé. Son expression changea, la dureté s'effaçant de ses traits alors qu'il posait un doigt sur ses lèvres dans le geste universel du silence. De sa poche, il sortit un smartphone, son écran fissuré à un coin, mais l'affichage encore lumineux dans la pièce sombre. Après avoir tapoté l'écran plusieurs fois, il le tourna pour lui montrer. Sur l'écran, une application bancaire affichait un enregistrement de transactions avec un montant qui fit écarquiller les yeux de Claire. Facilement à 5 chiffres, plus d'argent qu'elle ne pourrait économiser en un an de double service. Mais c'était le nom sur la transaction qui lui coupa vraiment le souffle. Théo Dubois, son fils. Il avait payé cet homme. Les pièces commencèrent à s'assembler, formant un tableau qu'elle ne voulait pas croire. Les baskets jaunes, bien sûr, bégayèrent, c'était celle de Théo. C'est pourquoi elle lui avait semblé si familière. Alors que la réalisation s'installait sur elle, comme une couverture de plombe, Claire sentit des larmes monter à ses yeux, non pour elle-même, mais pour son fils. Qu'avait fait Julien pour pousser Théo à de telles mesures désespérées? Et que deviendrait son garçon si ce plan réussissait? L'homme tatoué éteignit son téléphone, le glissant dans sa poche. Il se dirigea vers l'armoire contre le mur, ses mouvements délibérés, alors qu'il sortait une clé de autour de son cou et déverrouillait les portes métalliques. À l'intérieur, accroché à des crochets et organisé avec une précision militaire, se trouvait un arsenal qui glaça le sang de Claire. Des pistolets de différents calibres, des boîtes de munitions soigneusement empilées, ce qui semblait être un fusil démonté sur l'étagère du bas. L'homme sélectionna un revolver, sa finition noire bleutée absorbant la faible lumière. Avec des mouvements exercés, il ouvrit le barillet, montrant à Claire qu'il contenait une seule balle. Souhaitez-vous continuer avec la suite de cette scène, F, ou revenir sur les implications pour Théo? Il fit tourner le barillet, les clics métalliques résonnant dans la petite pièce comme un compte à rebours macabre. Une balle, dit-il doucement, pour votre mari, de la part de Théo. Claire secoua frénétiquement la tête, émettant des sons de protestation étouffés derrière son bâillon. Ses yeux imploraient l'homme, essayant de communiquer ce que sa voix ne pouvait pas. Ne fais pas ça, pas au nom de mon fils. Avant que l'homme ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Théo se tenait dans l'embrasure, sa grande silhouette remplissant l'espace. Il portait un jean et un sweat à capuche, et à ses pieds se trouvaient les baskets jaunes vives que Claire avait aperçues dans la ruelle plus tôt ce jour-là. Maman, souffla-t-il, sa voix se brisant sur la seule syllabe. Il se précipita à ses côtés, tombant à genoux près de la chaise. Ses doigts, légèrement tremblants, s'attaquèrent au nœud du bâillon. Le tissu tomba, et Claire allaita alors que l'air frais touchait sa bouche sèche.
Je suis tellement désolé qu'ils aient dû t'attacher comme ça, dit Théo, évitant son regard alors qu'il commençait à travailler sur les colliers de serrage liant ses poignets. C'était juste pour s'assurer que tu ne résisterais pas et ne gâcherais pas le plan. Je ne voulais pas ça, mais Jérôme a insisté que c'était nécessaire. L'homme tatoué, apparemment Jérôme, hoqua légèrement la tête en signe de reconnaissance. « Je suis aussi désolé pour ce que je m'apprête à faire, » continua Théo, sa voix tombant à murmure. « Mais je ne peux pas le laisser te faire du mal encore. S'il t'a amené ici, ça ne veut dire qu'une chose. Il voulait se débarrasser de toi définitivement. » Alors que le sang revenait douloureusement dans ses mains libérées, Claire saisit le bras de Théo. « Non, » dit-elle d'une voix rauque. « Théo, écoute-moi. Si la police découvre ça, ils t'enverront en prison. Tu ne peux pas faire ça. » Le visage de Théo se durcit. « Je m'en fiche. Après tout ce que papa a fait, je veux juste qu'il disparaisse. »« Que veux-tu dire ?» Claire scrute le visage de son fils. « Théo, de quoi parles-tu ?»« La vérité est trop douloureuse, maman, » murmure Théo, ses yeux hantés. Jérôme, qui était resté silencieux, sa présence presque oubliée dans l'intensité du moment entre mère et fils, s'avança. « Ton père est à l'étage avec cette femme, dit-il, sa voix basse et urgente. C'est le bon moment si on va le faire. » Théo hocha la tête, se levant avec la grâce fluide de la jeunesse. Il tendit la main vers l'arme dans la main de Jérôme, son expression empreinte d'une détermination terrible. À cet instant, le temps sembla ralentir pour Claire. Elle vit son fils, son garçon magnifique et sensible, qui refusait autrefois d'écraser des fourmis et qui pleurait quand sa sœur avait perdu une dent, tendre la main vers une arme avec l'intention de devenir un tueur. Dans son visage, elle vit non seulement la haine pour son père, mais une vie entière de douleur qu'elle n'avait pas su le protéger. Cette réalisation la galvanisa. Souhaitez-vous pour cette confrontation familiale intense, ou explorer les souvenirs de Théo menant à ce choix? Se déplaçant plus vite que les deux hommes ne l'avaient anticipé, Claire se précipita vers Théo, ses muscles protestant après leur confinement. Ses doigts se refermèrent sur son téléphone, qui dépassait légèrement de la poche de son sweat. « Maman, quoi ?» commença Théo. Mais Claire avait déjà appuyé sur le bouton SOS, celui qu'ils avaient configuré il y a des années après la disparition d'Amélie. Une fonction qui composait automatiquement le 112 et envoyait la localisation du téléphone au service d'urgence. « Non !» cria Théo, essayant de reprendre le téléphone. L'appareil commença sa séquence de connexion, une voix féminine annonçant « Les services d'urgence ont été contactés. Veuillez rester en ligne. » L'homme tatoué jura bruyamment. « L'affaire est terminée, » déclara-t-il, déchargeant rapidement l'arme et la remettant dans l'armoire. « Je ne fais pas de meurtre avec les flics en route. » Il fit signe à quelqu'un à l'extérieur de la porte, et en quelques secondes, lui et ses hommes se précipitèrent hors du bâtiment. Théo fixa Claire, son expression mêlant colère et désespoir. « Pourquoi tu fais ça ?»« Il allait payer. Je voulais mettre fin à ça. » Claire prit le visage de son fils entre ses mains. « Je ne peux pas te laisser devenir un criminel, Théo. J'ai déjà perdu une enfant. Je ne peux pas te perdre aussi. » Les yeux de Théo se remplirent de larmes, sa façade dure s'effondrant pour révéler le garçon blessé en dessous. Mais tant qu'il est en vie, nous ne serons jamais en sécurité. Tu ne seras jamais en sécurité. J'ai vu ce qu'il t'a fait hier soir. J'ai vu de quoi il est capable depuis des années. Écoute-moi, dit Claire avec urgence, entendant les sirènes au loin. Ça reste entre nous. Nous dirons à la police que nous avons surpris ton père ici en train de consommer de la drogue. Je leur montrerai les preuves que j'ai trouvées et tu leur raconteras tout ce qui s'est passé au Maroc. Mais tu n'as jamais payé quelqu'un pour faire mal à ton père. Tu comprends ? Théo hésita, le conflit évident dans ses yeux. Et s'il leur dit ? Et si ces hommes parlent ? Ils ne le feront pas, dit Claire avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Ils sont loin, et Jérôme ne semble pas du genre à avouer des charges de conspiration. Elle serra ses mains. Et qui croirait Julien plutôt que nous ? Il nous menace et nous maltraite depuis des années. Théo hocha lentement la tête, paraissant soudain jeune et vulnérable. « D'accord, » murmure-t-il. « Bien, maintenant aide-moi à nettoyer cet endroit. Il faut essuyer tout ce que nous avons touché. » Ensemble, ils passèrent rapidement leurs manches sur la chaise, la poignée de la porte et les poignées de l'armoire,
Partout où des empreintes auraient pu être laissées. Alors que les sirènes se rapprochaient, Claire étudia le profil de son fils, voyant à la fois l'enfant qu'il avait été et l'homme qu'il devenait. Malgré tout, elle ressentit une fierté féroce, non pas pour le plan qu'il avait conçu, mais pour l'amour qui l'avait motivé. Théo avait été prêt à sacrifier sa liberté, son avenir, peut-être même son âme pour la protéger. Les voitures de police s'arrêtèrent dans un crissement de pneus devant le bâtiment, leur lumière projetant des ombres rouges et bleues à travers les fissures des fenêtres barricadées. « Souviens-toi, murmura-t-elle. Tu essayais de me sauver, rien de plus. » Claire et Théo sortirent du café juste au moment où les voitures de police s'arrêtaient, leur lumière clignotant contre la façade crasseuse du bâtiment. Les officiers émergèrent, armes dégainées, s'approchant prudemment. « Mon mari est à l'intérieur », cria Claire, levant les mains pour montrer qu'elle n'était pas une menace. « À l'étage, il m'a amené ici contre ma volonté. » Les officiers s'approchèrent, l'un d'eux rangeant son arme pour parler avec eux, tandis que les autres entraient dans le bâtiment. « Madame, nous avons reçu un appel d'urgence de cet endroit. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Claire hocha la tête, sa voix ferme malgré son tumulte intérieur. « Je m'appelle Claire Dubois. Mon mari, Julien Dubois, m'a enlevé de chez nous et m'a amené ici. Je crois qu'il avait l'intention de me faire tuer. » Alors qu'elle parlait, d'autres officiers sortirent du bâtiment, escortant Julien et une femme légèrement vêtue. Le visage de Julien se tord de rage lorsqu'il vit Claire et Théo debout avec la police. « C'est un coup monté !» cria-t-il, luttant contre l'emprise de l'officier. « Ils mentent. Tout ce qu'ils vous ont dit est un mensonge. » L'officier qui interrogeait Claire ignora l'éclat de Julien. « Nous aurons besoin de vous deux pour venir au commissariat pour faire des déclarations officielles, » dit-il. Claire fouilla dans sa poche, sortant les photographies qu'elle avait réussi à prendre avant d'être forcée de quitter la maison. « Officier, j'ai trouvé ça caché chez nous aujourd'hui. Ce sont des photos de nos vacances en famille au Maroc il y a 10 ans, le voyage où ma fille a disparu. » L'officier examine les photos, notant les coordonnées et le numéro de téléphone inscrit au dos. « Nous les prendrons comme preuve, » dit-il, les plaçant dans un sac à preuves. Théo s'avança. « J'étais là, » dit-il, sa voix étonnamment ferme. « J'avais 10 ans quand mon père a tué ma sœur. Il me menace et me maltraite depuis pour me faire taire. » Sans prévenir, Théo souleva son t-shirt, révélant un motif de vieille cicatrice sur son dos, preuve d'une maltraitance systématique qui fit halter Claire d'horreur. Elle n'avait jamais vu ces marques auparavant. Théo avait toujours pris soin de se changer en privé, même à la maison. « Oh, Théo !» murmura-t-elle, tendant la main vers lui. Alors que Julien était placé dans une voiture de police, il croisa le regard de Théo. « Tu penses que tu es plus malin que moi ?» cria-t-il. « Non, je m'assurerai que tu finisses aussi derrière les barreaux. » Son regard se tourna vers Claire. « C'est une zone de guerre maintenant, et je vaincrai tous mes ennemis. » Il cracha vers eux avant d'être forcé dans la voiture, son dernier acte de défi faisant tressaillir Claire. Elle regarda l'homme qu'elle avait épousé, le père de ses enfants, se transformer sous ses yeux en quelqu'un d'irreconnaissable, un monstre qui se cachait à la vue de tous pendant des années. Au commissariat, Julien et la femme furent enregistrés, pendant que Claire et Théo furent conduits dans des salles d'interrogatoire séparées. L'inspecteur Laurent, qui avait travaillé sur l'affaire d'Amélie depuis le début, rejoignit Claire avec un dossier de notes. « Madame Dubois, dit-il, son expression grave. Je m'excuse d'avoir manqué votre appel plus tôt. Dites-moi tout ce qui s'est passé aujourd'hui. » Claire raconta la découverte des photographies, les coordonnées à Dakhla et le numéro de téléphone qu'elle croyait appartenir à quelqu'un que Julien avait payé pour couvrir la mort d'Amélie. Elle décrit la réaction violente de Julien lorsqu'il découvrit qu'elle avait trouvé les photos, son enlèvement et son aménagement au café. « Je crois qu'il l'a tuée, d'après ce qu'il a laissé entendre et la déclaration de Théo, » conclut-elle, la voix brisée. « Je pense qu'Amélie est enterrée quelque part à Dakhla et Julien a payé quelqu'un pour protéger ce secret. » L'inspecteur Laurent hocha la tête solennellement. « Nous coordonnerons avec les autorités marocaines immédiatement. Ce numéro de téléphone pourrait nous mener à celui qui a aidé votre mari. » Il marqua une pause, étudiant son visage.
Ce que j'ai besoin de comprendre, c'est comment vous vous êtes retrouvés dans ce café. Et si votre mari avait payé ces hommes pour vous tuer, pourquoi ne l'ont-ils pas fait avant notre arrivée? Et comment votre fils a-t-il su où vous trouver? Claire explique soigneusement sa version des événements, omettant l'implication de Théo avec les hommes. Théo et moi devions déjeuner ensemble. Il m'a appelé pendant ma lutte avec Julien, mais l'appel s'est terminé brusquement. Il a dû suspecter que j'étais en danger. Nous avons une application de suivi familial sur nos téléphones que nous avons installée il y a des années quand Amélie a disparu. Nous l'utilisons rarement maintenant, mais elle était encore active. L'inspecteur Laurent fronça les sourcils, prenant des notes. Quelque chose ne colle pas, Madame Dubois. J'ai besoin que vous me disiez toute la vérité. Avant que Claire ne puisse répondre, on frappa à la porte. Un autre inspecteur entra, son expression sérieuse. Théo Dubois a tout avoué, annonça-t-il. Il prétend qu'il savait que son père avait payé ses hommes pour des prostituées et potentiellement pour tuer sa mère si elle découvrait la vérité sur ce qui s'est passé il y a 10 ans. L'inspecteur continua. Selon votre fils, il a payé ses hommes un prix plus élevé que son père, à l'insu de Julien. Il leur a demandé de tuer Julien pendant qu'il était avec la femme parce qu'il ne voulait plus qu'il vous fasse du mal. Il dit qu'il avait déjà perdu sa sœur et ne pouvait pas supporter de perdre sa mère aussi. Les mains de Claire volèrent à sa bouche. Non, il a également dit que vous l'avez arrêté parce que vous ne vouliez pas qu'il devienne un meurtrier. Les hommes se sont apparemment enfuis avant notre arrivée. Les larmes coulèrent sur le visage de Claire alors qu'elle réalisait que Théo avait choisi de dire toute la vérité, ne se protégeant pas comme elle le lui avait ordonné. Théo nous a aussi raconté ce qui s'est passé il y a 10 ans, ajouta l'inspecteur. Selon lui, votre mari maltraitait les 2 enfants depuis des années. La maltraitance a continué jusqu'à aujourd'hui. Julien ne prenait jamais les médicaments prescrits pour son PTSD et buvait beaucoup, ce que vous saviez en partie, mais vous travailliez la plupart du temps et n'étiez pas beaucoup à la maison. Vous lui faisiez confiance et n'avez jamais soupçonné l'ampleur de la maltraitance. Claire hocha la tête, essuyant ses larmes. J'aurais dû savoir, j'aurais dû voir les signes. Votre fils prétend que le jour où Amélie a disparu, Julien avait bu dans un bar de l'hôtel. Il est retourné dans leur chambre, a pris Amélie avec lui, et quand il est revenu plus tard dans la nuit, Amélie n'était plus là. Il a menacé Théo, disant que s'il parlait à quelqu'un, il vous ferait du mal à tous les deux. L'inspecteur Laurent tendit la main à travers la table, sa voix douce. Nous coordonnerons avec les autorités marocaines pour trouver l'homme que Julien a payé. Cette personne est probablement la clé pour découvrir ce qui est arrivé à Amélie. Peu importe ce qui lui est arrivé, murmure Claire. J'espère juste que son âme est en paix maintenant et que Julien recevra la punition qu'il mérite. Elle leva les yeux, ses yeux rougis mais déterminés. Et mon fils, que va-t-il lui arriver? Il sera accusé de complot pour commettre un meurtre, dit franchement l'inspecteur Laurent. Mais compte tenu des circonstances, le tribunal pourrait faire preuve de clémence. Le fait qu'il se soit arrêté avant de commettre le crime jouera en sa faveur. Claire se redressa, trouvant une nouvelle réserve de force. « J'ai vécu une vie amère pendant la dernière décennie, dit-elle. Mais je plaiderai auprès du juge pour mon fils. Il n'a pas tué son père. Il a choisi d'être meilleur malgré tout ce qu'il a enduré. » L'inspecteur Laurent hocha la tête. « C'est juste. J'espère que justice sera rendue pour vous tous. » Il se leva. « Pour l'instant, nous poursuivrons l'enquête. Veuillez attendre dehors pendant que nous traitons tout cela. » Claire marcha dans le couloir, émotionnellement épuisée. À travers une porte, elle vit Théo être traité par un officier, ses mains menottées devant lui. Leurs yeux se croisèrent à travers la pièce, les siens remplis de chagrin, les siens avec une étrange paix, comme si un terrible fardeau avait enfin été levé. Lorsque le processus d'enregistrement fut terminé, un officier permit à Claire un bref moment avec son fils avant qu'il ne l'emmène dans une cellule de détention. « Je suis tellement désolé, maman, » dit Théo, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Claire toucha doucement son visage. « Merci d'avoir sauvé ma vie, dit-elle. Si tu n'étais pas intervenu, nous serions tous en train de compter les jours jusqu'à ce que nous finissions dans les tombes que Julien avait préparées pour nous. »
Je ne pouvais pas le laisser te faire du mal encore, dit simplement Théo. Écoute-moi, dit Claire fermement. Tu n'as pas tué ton père. Tu n'es pas un meurtrier. Et quoi qu'il ou n'importe qui d'autre dise contre toi au tribunal, je te croirai et témoignerai pour toi. Nous allons surmonter ça, Théo, ensemble. Alors que l'officier emmenait Théo, Claire regarda son fils, le dos droit et la tête haute. Malgré tout ce qu'ils avaient enduré, la disparition d'Amélie, les abus de Julien et le poids écrasant des secrets, ils avaient survécu. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait enfin été révélée. Pour la première fois en 10 ans, Claire ressentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'espoir. Pas l'espoir désespéré de retrouver Amélie vivante, mais l'espoir calme et constant que la justice prévaudrait, que le mal serait puni, et qu'elle et Théo pourraient éventuellement trouver la paix. Quoi qu'il arrive à l'avenir, procès, enquête, révélation douloureuse, ils l'affronteraient ensemble. La longue nuit de secrets et de souffrances cédait enfin la place à la première lumière pâle de la vérité.